sources pertinentes sur le dialogue. Donc là, j'en ai mis qui étaient surtout sur qui émanent des institutions internationales, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et puis, on va aller voir, donc en particulier, donc les standards de la SFI, et en particulier le standard 1 qui est sur les systèmes de management en général, le standard 5 qui est sur l'acquisition de terres et la réinstallation involontaire de personnes, le standard 7 qui est sur les peuples autochtones et sur la nécessité d'avoir un dialogue spécifique avec eux, répondant à certaines normes, on y reviendra après, et puis après le standard de performance 8 sur le patrimoine culturel. Les principes directeurs de l'OCDE donnent aussi donc des éléments sur comment établir ce dialogue. Et puis après, donc on a un autre guide qui est un guide sectoriel de l'OCDE, mais qui va beaucoup dans le détail, donc est le guide de l'OCDE sur le devoir de vigilance sur l'engagement partie prenante dans le secteur extractif. Voilà. Sur le dialogue avec les parties prenantes, donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le dialogue, c'est ce qu'on a dit et répété, c'est que le dialogue doit pouvoir permettre justement de prévenir efficacement les impacts négatifs en prenant assez haut et pour que ça soit juste des incidents ou que ce soit avant que quelque chose d'un peu important arrive. Voilà. Donc selon l'OCDE, donc l'engagement doit être mutuel, c'est-à-dire écoute, partage du pouvoir de décision et compréhension réciproque, de bonne foi. L'intention et la volonté, enfin de montrer qu'on veut comprendre les intérêts des parties prenantes, réactif. Donc on doit montrer qu'on met en place, les entreprises doivent montrer qu'elles mettent en place des mesures de réparation et qu'elles tiennent en compte de ce que leur disent les parties prenantes. Et ensuite, elles doivent durer tout le long du cycle de vie d'un projet. Voilà. Ça doit partir des études pour le développement du projet, de la mise en place et puis après de la fin de vie d'un projet. Voilà. Les grands mécanismes, les grands principes du dialogue avec les parties prenantes, donc c'est donc les parties prenantes susceptibles de subir des impacts doivent être informées. Donc c'est important d'avoir une cartographie de ces parties prenantes et qui va avec la cartographie des risques et de savoir qui peut être atteint de quelle manière. Donc elles doivent être informées des projets, des impacts potentiels de ces projets, négatifs mais aussi positifs. Donc typiquement, il faut qu'elles sachent si elles peuvent avoir des opportunités, enfin si les parties prenantes peuvent avoir des opportunités d'emploi, des opportunités de marché, d'être fournisseurs. Donc, ensuite, les parties prenantes doivent être mises au courant des moyens de communication avec l'entreprise. Donc ça peut être hotline, ça peut être communiquer le nom et les coordonnées d'un officier de liaison en fait avec les parties prenantes, email, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis après, donc être informé aussi sur les mécanismes de recueil et de traitement des griefs, les mécanismes de réclamation. Je donne la parole à Oui, non, juste sur la communication auprès des parties prenantes sur les mécanismes de réclamation. C'est aussi fondamental que la mise en place du mécanisme en soi. Les mécanismes de réclamation, que ce soit au niveau opérationnel ou au niveau du dispositif d'alerte voulu par la loi devoir de vigilance, a pour but de permettre aux parties prenantes affectées de saisir l'entreprise de questions avant même de plaintes. Ça a aussi un volet préventif pour que toute partie prenante, enfin toute personne qui se sente affectée par les activités de l'entreprise puisse se retourner vers elle pour avoir des informations et qu'un dialogue puisse s'instaurer. Évidemment, si les parties prenantes potentiellement affectées n'ont pas été cartographiées, comme tu l'as dit Joël, en fonction des risques, en fonction de la cartographie des risques, on a parlé dans le webinaire précédent, qui est vraiment le point de départ de toute la démarche de vigilance. Si les parties prenantes, si les moyens de communication des mécanismes de recueil ne sont pas adaptés à la partie prenante visée, si je puis dire, le mécanisme n'aura aucune efficacité et ne servira à rien, aussi bien pour les parties prenantes que pour l'entreprise. Tout à fait. Alors là-dessus, justement, donc il y a dans les standards de la SFI ou dans le guide aussi de l'OCDE que j'ai cité, donc il y a des recommandations ou des guidelines pour la mise en œuvre justement sur comment on rend accessibles ces mécanismes et autres, comment on les rend accessibles aux femmes, donc par exemple sur les méthodes de recueil ou les méthodes de dialogue, ça peut être interroger les femmes en groupe et séparément des hommes. Enfin, ça peut être par exemple ça. Aussi prévoir des mécanismes par oral ou dans la langue de la personne. Enfin, voilà. Mais donc il y a de la guidance qui existe là-dessus dans les outils cités. Le dialogue doit se faire donc de la phase d'étude et d'exploration du projet, donc d'exploitation, aux opérations et à la fin de vie du projet. Le dialogue doit être régulier.
formelle, c'est-à-dire il doit y avoir des comptes rendus des réunions, des dépôts de plaintes ou de signalements. Il doit être inclusif donc pour tout le monde. Voilà. Quels sont les éléments nécessaires à la mise en place du dialogue? Donc ça, c'est aussi les éléments qui peuvent former le, les processus. Donc, on ne va pas les voir en détail, donc vous les aurez. Donc ça va de la politique à la formation jusqu'au suivi, à l'évaluation et puis des mesures correctives. Voilà, donc l'impératif d'inclure les groupes vulnérables, donc on l'a vu ici, assez rapidement. Il faut bien être conscient de tous les freins, style socio-culturel, langue, niveau d'éducation, analphabétisme, pour mettre en place, donc, pour bien inclure ces personnes vulnérables. Et puis après, donc voilà, donc je vais passer la parole à Charlotte. Et s'il y a une ou deux questions, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si Auréla, tu veux prendre la parole pour poser tes questions, s'il te plaît. Ou si on avance et on prend les questions à la fin. Je te... Alors, sinon, je propose... Ouais, Léna. Et puis Saouda, Aurédola, je n'arrive pas à activer ton micro, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Léna, on attend la question éventuelle de Léna, et sinon on passera à la deuxième partie. Ah, bon, ben voilà, c'était... peut-être que Léna ne souhaitait pas parler, en fait. Donc, du coup, Charlotte, je te passe la parole, et je te laisse passer les slides, si tu veux. Ah, attendez, il y a une question de Léna. Parmi toutes ces bonnes pratiques, lesquelles sont obligatoires Oui. car inscrites dans la loi devoir de vigilance? En fait, Joël, il y a une question ici. J'imagine que c'est au niveau du mécanisme de réclamation et au niveau du dialogue. Donc, vous me recevez? Oui, alors, j'interromps Aurédola. Donc, Charlotte. Ouais. Oui, Aurédola, peut-être Charlotte est en train de répondre à la question de Léna et après tu reprendras les autres questions. Ça te convient? D'accord. Oui, c'est bon. L'entreprise prête à faire seulement le minimum. Alors, donc bien évidemment, on ne conseille pas aux entreprises de faire seulement le minimum et d'avoir une interprétation vraiment restrictive au niveau juridique des mots de la loi. Mais si on reprend la loi devoir de vigilance, il y a deux choses. Alors, il y a le fait que le plan doit être, et ce n'est pas une obligation contraignante, si je puis dire, doit être établi en association avec les parties prenantes. Donc, c'est une recommandation, le plan au sens global du terme, hein, c'est une recommandation qui est fortement conseillée. Il parle aussi des cadres des initiatives sectorielles et pluripartites. Et même avant les obligations légales, que les entreprises se sont regroupées ensemble avec des parties prenantes pour discuter des meilleurs moyens. Les entreprises qui sont engagées dans des démarches responsables, bien sûr, pour discuter des meilleurs moyens d'appliquer eux-mêmes les référentiels internationaux. Donc, au niveau purement juridique, il est conseillé juste d'élaborer le plan d'association avec les parties prenantes, le plan dialogue. Il n'est pas précisé quelle partie prenante, mais on peut considérer aujourd'hui que grâce au référentiel RSE, les entreprises ont cartographié leurs parties prenantes. Compte tenu du fait que les enjeux sont locaux, il est aussi très conseillé d'aller voir les parties prenantes, et on l'a déjà dit, au niveau le plus local possible, selon les enjeux, donc au niveau du pays, voire au niveau des sites, voire au niveau d'une activité, d'une BU, d'un métier. Donc voilà pour l'association avec les parties prenantes. Il y a juste quand même le dispositif d'alerte doit être établi, et ça c'est une obligation avec les IRP, les institutions de représentation du personnel. Donc là, il y a une obligation de consultation des syndicats au niveau juste du mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, mais c'est pareil pour Sapin, donc, a priori d'une pierre deux coups. Et au niveau du mécanisme, alors excusez-moi, je reviens aux questions. Parmi les bonnes pratiques, lesquelles sont obligatoires?
Ah oui, et alors pour la loi. oui. Alors, au niveau du mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, parce que je pense que tu parlais de ça aussi, donc c'est obligatoire d'en avoir un. Il n'est pas précisé que tout ce qui est relatif au savoir s'il est interne ou externe, c'est pas précisé. Pour autant, encore une fois, sachant que ça s'adresse aux parties prenantes potentiellement affectées, le limiter à l'interne, ça peut paraître quand même un petit peu difficile, si je puis dire, parce que on ne peut pas considérer que un mécanisme d'alerte et de recueil soit efficace, encore une fois, pour les parties prenantes qui sont censées être protégées, mais aussi pour l'entreprise dans ce cadre de sa démarche de vigilance, puisque le mécanisme d'alerte est vraiment aussi un dispositif de prévention pour l'entreprise, de connaissance des questions qui se posent autour de ces activités, qu'il est quand même difficile de ne pas l'ouvrir à l'externe, même si effectivement ce n'est pas précisé par la loi, au contraire de Sapin qui précise bien à qui ça doit être ouvert. On ne parle pas, donc, on parle juste de mécanisme d'alerte et de recueil, on ne parle pas du fait de traiter, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je ne vois pas comment la responsabilité de l'entreprise et l'interprétation du juge derrière pourraient éviter le fait qu'elle soit considérée comme responsable si elle ne traite pas de manière adéquate les signalements reçus. Voilà. C'était ça, Léna, à peu près. Voilà, merci. Aurédola, est-ce que tu as d'autres questions ou tu souhaites Oui, poser Joël. une question? Joël? Si tu nous Oui, entends, oui, on oui. va continuer. Bon, tout à l'heure, nous avons parlé des instruments internationaux dont l'OCDE. Par exemple, les pays africains, la majorité, dont le Bénin, n'ont pas adhéré à l'OCDE. Quel autre instrument ils peuvent utiliser pour pouvoir appliquer les principes RSE dans leur pays? La deuxième question, c'est comment peut-on exploiter efficacement la loi française sur le devoir de vigilance qui a été votée en mars passé dans les autres pays, les pays français, où se trouvent les filiales des entreprises françaises. Comment cette loi peut être appliquée réellement, concrètement sur le terrain? Merci. D'accord. Ok. Donc, ouais, merci pour ces questions. Donc, comment les principes de l'OCDE peuvent être utiles dans des pays, pour les acteurs des pays africains qui n'ont pas adhéré à l'OCDE? Ça, c'était une première question. Comment les pays africains, les acteurs des pays africains peuvent utiliser la loi et comment peut-on savoir où sont les filiales françaises en Afrique? Donc, il y a plusieurs questions. Alors, sur la loi. Alors, je laisse Charlotte répondre. Merci. Alors, sur la loi, comment appliquer la loi secteur africain? Alors, je rappelle quand même que la loi, et c'est un changement de point de vue, c'est que l'obligation, elle pèse vraiment sur la société mère et l'entreprise donneuse d'ordre. Donc, les filiales vont bien évidemment être impactées dans le sens où la loi, où la société mère doit, et les fournisseurs doivent s'assurer de sa démarche de vigilance et doit couvrir effectivement les activités des filiales. Donc, elles vont demander des preuves, entre guillemets, aux filiales. Les processus qu'elles mettent en place doivent concerner le niveau opérationnel, les filiales les filiales consolidées, mais enfin, on va passer on va passer sur ça. Mais doivent vraiment concerner les activités de leurs filiales. Et donc, les filiales vont être impactées parce qu'on va leur demander des choses au niveau du groupe. On va leur demander d'identifier leurs risques, a priori. On va leur demander de gérer, forcément. On va leur demander de rendre des comptes, de reporter, de faire un suivi et de rendre des comptes auprès des françaises. Et finalement, si les entreprises appliquent bien la loi, on va leur demander d'avoir leur propre plan de vigilance, entre guillemets, puisque l'identification des risques doit être fait au niveau opérationnel. Et donc voilà comment ça va impacter les filiales. Voilà. Les fournisseurs, c'est un peu différent parce que les fournisseurs, il y a quand même il y a moins d'influence à avoir et puis c'est une relation contractuelle. En revanche, que les entreprises
doivent s'assurer, c'est que les fournisseurs, leurs fournisseurs se respectent les droits humains finalement. Donc ils vont leur demander pareil, du côté de l'entreprise, la société mère, il va y avoir une identification des risques des fournisseurs à risque, des catégories d'achat à risque, etc. Mais ça, je pense que vous l'avez vu avant. Et l'obligation qui va peser sur les fournisseurs, l'obligation juridique. Les fournisseurs n'ont pas d'obligation juridique au titre de la loi de devoir de vigilance. Mais ce que vont demander les entreprises donneuses d'ordre, c'est qu'ils s'engagent à respecter les droits humains et l'environnement. Et donc, finalement, eux aussi aient leur propre plan de vigilance, leur propre démarche de vigilance, leur propre processus dans le cadre de la relation commune, dans le cadre de la relation contractuelle et pour les activités, les produits et services qui fournissent l'entreprise. Il y avait une autre question. Non, sur Auredela, comment les principes directeurs peuvent s'appliquer les principes directeurs, donc ils n'engagent que les pays adhérents de l'OCDE et c'est des principes directeurs, hein, c'est pas l'équivalent des traités comme on peut avoir au niveau d'autres organisations internationales. En revanche, encore une fois, le contenu des principes directeurs de l'OCDE, le contenu des référentiels des Nations Unies, le contenu de même les normes un peu privées ISO 26000, tout ce qui est fait, et c'est par rapport au contenu et comment ils interprètent la notion de vigilance que ça peut être vraiment utile pour les entreprises et pour les autres acteurs pour définir la responsabilité de l'entreprise, jusqu'où elle doit aller et surtout comment elle doit la mettre en œuvre. À mon sens, alors, après, il y a des questions sur le reporting, donc je vais peut-être développer. Puis, pensez-vous que les filiales doivent mettre en place leur propre plan de vigilance alors que la loi prévoit une sorte de conciliation? Alors, je pense personnellement qu'une société mère ne peut pas s'assurer véritablement d'identifier les risques, d'assumer, si vous voulez, d'exercer son propre devoir de vigilance sans, à un moment donné, demander aux filiales de faire la même chose. Ça ne sera pas un plan de vigilance au sens, elles n'auront pas à reporter sur le plan de vigilance au niveau de la loi, au niveau public, mais en revanche, au niveau interne, au niveau des processus, les enjeux liés aux droits humains et à l'environnement sont vraiment, vraiment opérationnels, ils sont fluctuants, ils sont dynamiques, ils dépendent des pays, ils dépendent de l'activité, ils dépendent voire du site, voire de la région s'il y a plus de population vulnérable, etc. La société mère ne peut pas exercer son devoir de vigilance sans avoir des analyses au plus près du terrain, sans que ce soit géré au niveau des filiales au plus près du terrain. Et donc, ça n'implique pas que les filiales ont un plan de vigilance formalisé au sens du terme, mais ça implique quand même qu'elles-mêmes fassent l'effort, entre guillemets, l'exercice de vigilance propre à leurs activités et à leur situation, et à leurs propres fournisseurs aussi. Parce que les activités des filiales on peut aussi considérer que c'est les fournisseurs, ça touche aussi leurs relations commerciales. Voilà. Mais c'est pas une obligation légale au sens il n'y a pas de plan de vigilance à faire par chaque filiale et consolidé, etc. C'est simplement dans l'exercice du plan de vigilance de la société mère, si on veut qu'il soit effectif et en conformité avec l'objectif de protéger les personnes et l'environnement et en lien avec aussi les référentiels internationaux, il est nécessaire qu'il y ait une sorte de transfert, entre guillemets, de l'identification des risques et de la gestion au niveau des filiales. C'est mon avis. D'accord, on peut peut-être avancer. Et puis, alors il y avait d'autres questions. Je vais répondre à Léna par écrit. Et puis il y avait une autre question de monsieur ou madame Domaine. Je vais parler des reporting. Je ne vais pas... Du coup, je vais te laisser. Alors, donc sur le reporting, rapidement. Donc, je passe la slide.